Soit vous risquez de les blesser, soit vous passez le reste de votre vie à vous cacher dès qu'ils se manifestent. Vous souvenez-vous de l'époque où le plus grand drame de la semaine n'était pas un suspense insoutenable? C'était de savoir si un animateur radio allait un jour gagner une dispute dans son propre salon. Eh bien, de 1993 à 2004, la série Frasier a été diffusée sur NBC pendant 11 saisons et a réussi, on ne sait comment, à faire des blagues sur l'opéra et des rivalités fraternelles, un programme télévisé incontournable. La série mettait en vedette Kelsey Grammer dans le rôle du docteur Frasier Crane, un psychiatre à la voix suave et à l'ego démesuré. À ses côtés, David Hyde Pierce incarnait Niles, le frère cadet qui, par comparaison, faisait passer Frasier pour un modèle de sérénité. Jane Leeves interprétait Daphne Moon, la gouvernante médium qui n'aurait jamais imaginé devoir gérer autant de grues. Perry Gilpin dans le rôle de Roz Doyle, la seule personne à KACL capable d'interrompre Frasier en pleine émission. Et John Mahoney dans celui de Martin Crane, le père en chemise à carreaux qui considérait les beaux-arts comme une simple question de bons de réduction. Né dans l'ombre de Cheers, la série a transposé Frasier d'un bar de Boston à un studio de radio de Seattle et a transformé un personnage secondaire en l'un des protagonistes les plus célèbres de la télévision. Aujourd'hui, on vous présente 15 anecdotes insolites sur Frasier. Et restez avec nous pour la première, car la moitié d'Hollywood appelait secrètement l'émission de radio de Frasier sans que personne dans le public ne s'en aperçoive. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo. Ça permet à YouTube de la montrer à plus de fans de nostalgie comme vous. Allez, c'est parti! Kelsey Grammer a incarné Frasier Crane pendant 20 ans d'affilée. Aujourd'hui, la plupart des acteurs de télévision jouent un personnage pendant 3 voire 5 saisons. Ils touchent un chèque de rediffusion et passent à autre chose. Mais Kelsey Grammer, lui, a observé ce modèle et a décidé qu'il était réservé aux lâches. Cet homme a incarné Frasier Crane pendant 20 années consécutives. Ni mon père, ni Mary Poppins, ni le chien de l'enfer ne peuvent me trouver. 2 décennies ininterrompues où un seul être humain répétait « Je vous écoute » dans un micro, tandis que tout un pays faisait comme si c'était une durée de carrière normale. Tout a commencé en 1984 dans la série Cheers, lorsqu'un psychiatre coincé a fait son apparition dans un bar de Boston lors de la saison 3. Il s'est intégré à la distribution comme un homme qui aurait perdu ses clés de voiture et décidé de s'y installer. Grammer est resté jusqu'à la fin de Cheers en 1993, puis a quitté la série pour Seattle où il a joué pendant 11 saisons supplémentaires sans même une année de pause. 20 ans, plus de 460 épisodes dans Cheers, Frasier et une apparition dans Wings, tissant discrètement les liens entre tous les acteurs de la sitcom. Cette série lui a permis d'égaler le record de longévité détenu par James Arness et Milburn Stone dans Gunsmoke. Et puis, il n'a pas pu s'arrêter là. Lors du lancement de la nouvelle saison de Frasier en 2023, Grammer a officiellement pulvérisé ce record. Les années n'étaient plus consécutives, mais il a incarné le même personnage pendant 4 décennies différentes. Les années 80, 90, 2000 et 2020. À un certain moment, ce n'était plus un rôle, mais une sorte d'adresse postale permanente. Lisa Kudrow a été Roz Doyle pendant 3 jours. Le contrat était signé, scellé, et elle était installée dans un studio de radio à Seattle, prête à enregistrer. Les producteurs de Frasier lui avaient confié le rôle en 1993, et l'aventure n'a duré que 3 jours. C'est plus court que la plupart des essais gratuits. Les créateurs David Angel, Peter Casey et David Lee ont conçu Roz pour être le seul voyant moteur fonctionnel de Frasier Crane et la seule personne à KACL capable d'écouter un homme comparer l'eau du robinet à un Bordeaux de moindre qualité et de lui dire d'arrêter. Kudrow a auditionné, a impressionné tout le monde et a décroché le rôle, mais ensuite, il a fallu commencer les répétitions. Chaque fois que Kelsey Grammer lançait son monologue insupportable à un rythme effréné,
La douceur naturelle de Kudrow l'absorbait sans broncher. Le personnage était censé répliquer avec force, et pourtant, on assistait impuissant à la manipulation d'un psychiatre pompeux envers la personne la plus adorable de tout l'immeuble. Les producteurs avaient imaginé un partenaire de joute verbale, et ils ont malheureusement choisi une actrice qui désamorce les conflits. Mais c'est Perry Gilpin, la finaliste, qui a décroché le rôle. Elle est arrivée sur le plateau avec une assurance naturelle, comme si elle avait l'habitude de tenir tête à des hommes trop apprêtés depuis le collège. Elle a su égaler l'énergie de Grammer sans sourciller, et Rose est devenue instantanément une star. Quant à la carrière de Kudrow, elle a connu un retournement de situation spectaculaire, le plus beau revers de l'histoire des sitcoms. Car, des mois plus tard, un petit pilote intitulé Friends Like Us avait besoin d'une guitariste qui n'avait aucune idée du fonctionnement d'une conversation normale. Kudrow est arrivée, elle a inventé Phoebe Buffay et a donné naissance à Smelly Cat, qui a conquis toute une génération. Niles n'existait pas avant que quelqu'un ne voie sa photo. Dans la version originale de Frasier, Frasier Crane était fils unique. L'homme le plus prétentieux de Seattle devait donc porter à lui seul 11 saisons de snobisme. Le concept initial était simple. Frasier et Martin, père et fils, l'opéra contre le baseball, le snob contre Monsieur Tout-le-Monde. L'idée était de se démarquer de Cheers et de limiter l'univers à un petit monde. Un frère n'avait jamais été envisagé, ni dans le synopsis, ni même dans l'imagination de qui que ce soit. Mais un jour, le directeur de casting, Jeff Greenberg, a vu la photo d'un acteur de théâtre relativement inconnu nommé David Hyde Pierce, et tout a basculé. Ils ont rencontré Pierce et, entre la poignée de main et l'audition, ils ont compris qu'ils avaient découvert par hasard la chose la plus dangereuse en comédie. Un miroir, un second Frasier, tout aussi raffiné, tout aussi névrosé, et d'une certaine manière encore plus tendu. L'homme a manipulé Niles avec une douceur presque imperceptible, comme un pull en cachemire recouvrant une crise de panique. Ce tir à la tête a bouleversé toute la série. La rivalité fraternelle a alimenté la moitié des meilleurs épisodes et la relation intense entre Niles et Daphne est devenue le pilier émotionnel des 11 saisons. Et David Hyde Pierce a personnellement remporté 4 Emmy Awards pour un personnage qui a commencé comme une photographie sur laquelle quelqu'un a jeté un coup d'œil par hasard, un après-midi propice. L'émission a failli ne jamais voir le jour. La sitcom la plus primée de l'histoire des Emmy Awards à l'époque n'avait presque rien à voir avec Seattle, un studio de radio, ni même un simple verre de Xérès, et ce sont ceux qui l'ont créé qui ont tenté de l'enterrer. Lorsque Cheers s'est arrêté en 1993, Kelsey Grammer souhaitait prendre ses distances. Il craignait de créer ce qu'ils appelaient une pâle copie de Cheers, un spin-off réchauffé vivant dans l'ombre de Sam Malone. Alors, ils ont réagi de la manière la plus spectaculaire qui soit et ont proposé à NBC une série où Grammer incarnait un magnat des médias riches et égocentrique, paralysé suite à un accident de moto, dirigeant son empire depuis son lit dans un penthouse de Manhattan, tout en se chamaillant avec une infirmière à domicile débrouillarde. Le président de Paramount TV, John Pike, aurait alors convié Grammer à dîner et lui aurait dit « Je pense que les sitcoms doivent être drôles. Bouffe Guy. Ne vous inquiétez pas. On vous contactera, sinon par téléphone, alors par le biais du grille-pain. » NBC a rejeté le projet et a demandé à l'équipe de relancer Frasier Crane. Apparemment, Grammer avait besoin qu'un cadre du studio, lors d'un dîner, lui rappelle que oui, c'était une bonne idée. L'équipe s'est donc retrouvée coincée à reconstruire une émission autour d'un personnage qu'elle avait activement fui. Seattle a été choisi précisément pour placer un continent entre Frasier et Boston. L'émission de radio est devenue une version intellectuelle d'un bar. On y retrouvait le même rythme, mais on remplaçait les consommations par des micros et des auditeurs émotionnellement instables. Martin Crane a été conçu comme un ouvrier bourru dont le rôle était de briser les prétentions de son fils. Pourtant, à la fin de la série, Frasier avait récolté 37 Primetime Emmy Awards,
un record pour une comédie qui a tenu jusqu'à ce que Modern Family l'égale, puis le dépasse. 11 saisons, une série qui a défini la comédie sophistiquée pour toute une génération, née d'un désespoir créatif par une équipe contrainte de revenir à un personnage qu'elle voulait abandonner et qui a, par hasard, créé un chef-d'œuvre à partir d'une simple conversation lors d'un dîner avec un cadre de la chaîne. Maurice était censé être un personnage à part entière. Maurice Crane devait réellement apparaître dans la série. Elle avait un nom, un mari, et à un moment donné, les producteurs avaient même envisagé Julia Duffy pour l'incarner. Mais l'équipe de scénaristes a fini par découvrir le jeu le plus addictif de la télévision. Rendre Maurice encore plus insupportable. Non, j'ai bien peur que Maurice ne soit en pleine crise. Alors qu'elle s'habillait pour la soirée, elle s'est soudainement affalée sur le bord du lit, en nuisette, et a soupiré. Au début, c'était anodin. Une simple plaisanterie sur sa minceur, une remarque sur son teint pâle, du genre de celle qu'on trouve dans les sitcoms. Mais la pièce n'arrêtait pas de réagir. À chaque épisode, quelqu'un suggérait un nouveau détail, et chaque détail la rendait plus absurde d'un point de vue biologique. Une fois, elle s'est perdue derrière un meuble de jardin. Elle s'est fait mal au dos en ramassant ce qu'elle croyait être son sac à main, mais qui s'est avéré être un ballon gonflé à l'hélium. La femme semblait littéralement se liquéfier à l'intérieur si la lumière était trop chaude. Au milieu de la première saison, les scénaristes avaient décrit un personnage qui ne pouvait physiquement pas exister sur cette planète. Ils ont transformé la femme de Niles Crane en une impossibilité médicale, affublée d'un agenda mondain. Toute l'équipe a compris qu'ils avaient tendu un piège. Engager une vraie actrice, et la blague tombe à plat. Les producteurs priront donc leur décision. Maurice n'apparaîtrait jamais à l'écran. Et le secret de la réussite du projet résidait en David Hyde Pierce. Cet homme savait décrire Maurice avec une conviction à la fois tendre et illusoire, si bien que le public se faisait une idée d'elle bien plus précise que n'importe quel choix d'acteur. Au fait, où est-ce Maurice? Je ne l'ai pas vue de la soirée. Elle est sur ton lit. Mon lit? Oui, elle dort sous les manteaux des invités. Maurice rejoint les rangs de Vera de Cheers et de Miss Wolowitz, mais elle est le seul personnage invisible de l'histoire des sitcoms à être devenu inoubliable précisément parce que, eh bien, elle était biologiquement impossible. Eddie, le chien, recevait plus de courriers de fans que Kelsey Grammer. Malgré le prestige de Grammer et du reste de la distribution, la plus grande star était un Jack Russell Terrier qui recevait plus de courriers que tous réunis. Moose, le chien qui incarnait Eddie, ne se contentait pas d'apparaître et d'être adorable. Au plus fort de la série, Moose recevait, semble-t-il, des centaines de lettres par semaine. Des éloges de fans, des offres d'emploi et des propositions d'élevage de la part de personnes convaincues que cet animal méritait un représentant professionnel. Le concours de regards fixes est devenu l'un des gags récurrents les plus appréciés de la série. Moose était dressé pour fixer Grammer sans ciller pendant des périodes interminables. Le chien restait assis là, silencieux, à interroger un homme en plein milieu d'une phrase sur Dostoïevski, tel un agent du fisc à quatre pattes qui aurait déjà décelé l'erreur. Ça a systématiquement mis Grammer à rude épreuve. À la saison 7, l'âge commençait à se faire sentir. Le pelage de Moose blanchissait et l'équipe le teignait discrètement avec une teinture sans danger pour les chiens entre les prises. Sa dresseuse, Mathilde de Cagny, avait spécifiquement élevé Moose pour qu'il ait un successeur, et un chiot avait hérité d'un potentiel génétique exceptionnel. Même marque, même regard glacial, et il s'appelait Enzo. Et le rôle d'Eddie est devenu une véritable dynastie familiale. Les deux chiens se détestaient cordialement, paraît-il. Les dresseurs devaient les séparer car Moose mordait son propre fils à vue d'œil. Après 7 saisons comme personnage le plus populaire d'une sitcom à succès et vu son âge, il n'a pas vraiment bien géré sa succession, n'est-ce pas? C'était plutôt un coup d'État. Lors du tournage du dernier épisode de la série en 2004, ils ont fait venir Moose,
alors âgé de près de 14 ans, pratiquement aveugle, entièrement blanc, et le public lui a offert la plus forte ovation de la soirée. L'affection d'Eddie était alimentée par de l'huile de sardine et du pâté de foie. Chaque moment de tendresse entre Eddie et les acteurs de Frasier était entièrement fondé sur le pâté de poisson et la tromperie. Moose était un professionnel entraîné, mais il n'avait aucune envie de témoigner de l'affection à Kelsey Grammer. C'était un chien de travail très actif qui ne travaillait que pour des friandises. Désormais, si une scène exigeait qu'Eddie embrasse quelqu'un, l'équipe de maquillage lui appliquait de l'huile de sardine directement sur le visage. Les dresseurs cachaient du beurre de cacahuète ou de la pâte de foie derrière le lobe de l'oreille ou le long de la racine des cheveux si une scène nécessitait une petite caresse sucrée à l'oreille de quelqu'un. Le téléspectateur voyait un chien exprimer un amour inconditionnel, mais le chien, lui, voyait un distributeur de friandises en forme d'homme. Et pour les concours de regard, son dresseur se tenait juste derrière Grammer, un clicker et un morceau de foie séché à la main, de quoi maintenir l'attention de Moose. Eddie, il ne jugeait pas en silence un psychiatre de papy, il traquait du jerky avec la précision d'un tireur d'élite. Grammer, paraît-il, avait des sentiments mitigés quant à toute cette opération. Être constamment enduit de produits à base de poisson gras signifiait que la fourrure de Moose conservait une odeur permanente de sardine. Pas vraiment l'accessoire idéal pour un homme en costume sur mesure. John Mahoney avait une approche différente. Cet homme adorait Moose. Il le laissait s'asseoir sur ses genoux entre les prises, et Moose ne s'en est jamais plaint. Le générique était une énigme psychiatrique. Pendant 11 saisons, des millions de personnes ont chanté à tue-tête, salade composée et œufs brouillés, doba doba, sans que personne ne se demande pourquoi le générique d'un psychiatre ressemblait à un menu de brunch en pleine crise d'identité. « Hé bébé, j'entends le blues qui m'appelle. Salade composée et œufs brouillés. Plutôt chic. En fait, la série a failli ne jamais avoir de générique original. Les producteurs avaient d'abord tenté d'obtenir les droits de la chanson Twisted de Joni Mitchell, 1974, pour le générique de fin. Mais les complications liées aux droits ont été telles qu'ils ont abandonné l'idée. Ce qui s'est avéré être la meilleure impasse de l'histoire des sitcoms. Le compositeur Bruce Miller et le parolier Daryl Finney avaient une règle stricte. Aucune mention directe de la psychiatrie, de la radio ou du nom de Frasier. Rien d'intuitif. Miller a donc composé la musique et Finney a fait ce qu'il y a de plus Frasier. Dissimuler toute l'intrigue derrière une métaphore jazz. Des œufs brouillés, ce n'était pas une question de petit déjeuner, c'était une question d'esprit embrouillé. Des salades composées. Des vies chaotiques. Et peut-être que je parais un peu confus. Oui, peut-être, mais je vous ai cerné. Ça a semé la confusion chez les auditeurs de KACL entre angoisse existentielle et trouble de l'attachement, avant même que Frasier n'ait bu sa première gorgée de sherry. The Blues are calling. C'était littéralement des auditeurs déprimés qui appelaient la station. La chanson entière était un formulaire d'admission psychiatrique déguisé en musique lounge suave, et le procédé a si bien fonctionné qu'une génération entière l'a mémorisé sans en percer le secret. Et la voix qui donnait vie à cette supercherie a failli appartenir à quelqu'un d'autre. La légende du jazz Mel Tormé a été un temps envisagée pour interpréter le morceau, ce qui l'aurait rendu incroyable et totalement déconnecté de l'ambiance du spectacle. Les producteurs ont donc insisté pour que Kelsey Grammer chante lui-même, apposant ainsi la véritable voix de Frasier Crane sur une chanson qui parlait en réalité de ses propres patients. L'homme passait chaque générique de fin à fredonner le diagnostic des personnes qu'il venait de passer 22 minutes à faire semblant d'aider. Attendez une minute. Si vous appréciez cette plongée dans les coulisses chaotiques de Frasier, n'hésitez pas à liker et à partager votre moment préféré de la série en commentaire. Allez, retour à Seattle. Le fauteuil inclinable de Martin était fait sur mesure pour être hideux.
L'appartement le plus cher de NBC possédait une cuisine design, des meubles d'architecte et un salon qui semblait avoir été aménagé par un collectionneur de vins classé par région et par millésime. Et au beau milieu de tout ça, trônait un fauteuil inclinable qui semblait tout droit sorti d'un vide-grenier des années 70 et qui refusait obstinément de partir. Le fauteuil de Martin Crane n'était pas un hasard. Les décorateurs s'étaient mis en quête du fauteuil le plus laid possible. Et comme leurs recherches n'avaient rien donné dans un univers regorgeant de fauteuils affreux, eh bien, ils en ont fabriqué un pire. Ils ont acheté une vieille chaise et l'ont entièrement retapissée avec un tissu à rayures typique des années 70, vert olive, jaune moutarde, et un motif qui semble mêler une légère odeur de cigarette et de moquette de bowling. Puis, ils l'ont frotté avec des brosses métalliques pour vieillir le tissu. Ils ont collé du ruban adhésif sur les accoudoirs pour simuler des décennies d'usure et ont usé le tout jusqu'à ce qu'elle ait l'air d'avoir survécu à 30 ans de dimanches de football et de bière renversée. L'équipe de production a déployé plus d'efforts pour rendre ce fauteuil affreux que la plupart des séries n'en investissent dans leur décor entier. Et lorsque le fauteuil a été détruit dans l'épisode Bel Air Boy de la saison 9, la production a dû faire retisser exactement le même tissu hideux par un atelier spécialisé afin de recréer la teinte précise de ce qui était vraiment affreux. Aujourd'hui, l'entretien de ce fauteuil coûte plus cher que l'achat de la plupart des meubles. Les acteurs ont empoché le pactole, puis l'ont encaissé. Au début des années 2000, les coûts de production de Frasier grimpaient si vite que les réunions budgétaires auraient sans doute eu besoin d'un psy. En 2001, Kelsey Grammer a signé un contrat à 1,6 million de dollars par épisode pour la dernière partie de la série. À l'époque, cela faisait de lui l'acteur le mieux payé de l'histoire de la télévision. Pas l'acteur de sitcom le mieux payé, mais l'acteur le mieux payé tout court. Cet homme gagnait plus par demi-heure de consultation psychiatrique que la plupart des psychiatres n'envoient de toute leur vie. Ajoutez à cela le reste de la distribution, les coûts de production et ses projecteurs méticuleusement éclairés représentant la skyline de Seattle. Et vous obtenez une série qui, à chaque fois qu'on criait « Action », coûtait environ 5 $. Or, NBC avait signé un contrat de renouvellement colossal pour les saisons 9 à 11. L'annulation n'était donc pas une surprise. Mais à l'approche de la saison 11, les chiffres devenaient problématiques. Les audiences ont chuté, mais les coûts ont continué d'augmenter et l'écart entre les recettes et les coûts de production se réduisait à vue d'œil. Et voici le plus incroyable. Plusieurs acteurs auraient accepté une baisse de salaire pour que la dernière saison puisse avoir lieu. Ils ont accepté un salaire inférieur pour que la série puisse s'achever dignement, au lieu d'être annulée en cours de route ou de s'enliser dans une 12e saison que personne n'avait demandé. Frasier s'est terminé en 2004 de façon appropriée. Les acteurs ont veillé à avoir de vrais adieux, et cette décision vaut bien plus que n'importe quel cachet par épisode. Space Needle disparaissait sans cesse de la fenêtre de Frasier. Pour une série se déroulant à Seattle, Frasier traitait son monument le plus célèbre comme un figurant à l'emploi du temps imprévisible. L'appartement de Frasier Crane possédait de magnifiques baies vitrées offrant une vue imprenable sur la ville. Et bien sûr, trônait la Space Needle. Sauf quand elle n'y était pas. Car cette chose, eh bien, elle apparaissait et disparaissait comme une guest star qu'on n'aurait jamais pris la peine de faire engager. Désormais, des fans attentifs ont commencé à le remarquer en cours de diffusion. Dans un épisode, l'aiguille est bien là, dominant toute la ville. Dans l'épisode suivant, elle a disparu, comme si elle s'était disputée avec le décorateur et avait tout simplement pris la poudre d'escampette. L'élément le plus emblématique de Seattle traitait la fenêtre de Frasier comme une scène ouverte, apparaissant et disparaissant au gré de ses envies. L'horizon tout entier était une immense photographie fixe, appelée Translight. Elle était installée à environ 3 à 6 mètres derrière le décor du balcon. La vue était basée sur une photo composite prise depuis Kerry Park, sur la colline de Queen Anne, ce qui signifiait que le penthouse de Frasier, censé être situé en centre-ville,
offrait une perspective défiant les lois de la géographie. Au fil des saisons, le décor changeait et l'emplacement de la Space Needle variait selon la bande lumineuse installée chaque semaine. Ce monument emblématique de Seattle était déplacé plus souvent qu'un bureau de vente régional. La grossesse de Jane Leaves est devenue l'intrigue la plus controversée de Frasier. La plupart des sitcoms traitent une actrice enceinte de la même manière. On la cache derrière un coussin pendant 5 mois et on fait comme si personne ne s'en apercevait. Mais Frasier a pris cette tradition à contre-courant et a dit « Non, non, on peut faire pire ». Lorsque Jane Leaves est tombée enceinte durant la saison 8, les scénaristes ont décidé d'aborder le sujet de front en confiant à Daphne Moon une intrigue liée à l'hyperphagie boulimique. La femme venait tout juste de se mettre en couple avec Niles après 7 saisons d'une romance qui s'est construite lentement. Et la série a célébré cette conclusion romantique tant attendue en lui offrant immédiatement une intrigue liée à la boulimie. Au fil de la saison, Leaves portait un costume de plus en plus gros et les blagues tombaient exactement là où on s'y attendait, sur le poids de Daphne. À son congé maternité, Daphne fut envoyée dans un centre de remise en forme. Le scénario le décrivait littéralement comme une « ferme à graisse », une expression qui a mal vieilli, un peu comme les sushis de station-service. Elle est revenue mince et, comme si le public l'avait deviné de loin, elle a, je cite, « perdu ses derniers kilos en accouchant ». Cette intrigue reste l'un des choix créatifs les plus controversés de toute la série. Le lien troublant avec la réalité qui se cache derrière le nom de Niles. Voilà qui est loin d'être anodin. En avril 1968, le père de Kelsey Grammer, Frank Allen Grammer Jr., fut assassiné lors d'un cambriolage à son domicile dans les îles Vierges américaines. Le coupable s'appelait Arthur Bevan Niles. Des années plus tard, lorsque la série Frasier a introduit le jeune frère de Frasier Crane, le personnage s'appelait également Niles. Dans la série, l'explication est désormais simple. Frasier et Niles doivent leur nom au rat de laboratoire de leur mère, Hester. C'est la version officielle, et personne n'a jamais publiquement affirmé le contraire. Mais les fans s'attardent sur cette coïncidence depuis des décennies, car elle ne s'arrête pas là. Le fils de Frasier dans la série s'appelait Frederick. La sœur cadette de Grammer, Karen, a été assassinée en 1975 par un homme nommé Freddie Lee Glenn. 2 noms de personnages, 2 tragédies bien réelles pour Kelsey Grammer, séparées par un intervalle suffisamment long pour rendre toute confirmation impossible et toute réfutation pour le moins délicate. Pendant 20 ans, il a incarné l'un des personnages les plus calmes et les plus expressifs de l'histoire de la télévision, tout en portant un fardeau de vie qui aurait brisé la plupart des gens. Roz Doyle tire son nom d'une véritable productrice décédée. Pendant 11 saisons, Roz Doyle fut la seule personne à KACL capable d'interrompre Frasier Crane en plein discours et de le forcer à la remercier. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il a été tiré d'un hommage. Avant même la création de Frasier, les créateurs travaillaient ensemble sur Wings, et sur cette production, il y avait une véritable productrice nommée Roz Doyle. Adorée dans le milieu, elle était d'une force de caractère exceptionnelle et réputée pour maintenir le cap sur des productions entières, même lorsque tout partait en vrille. En 1991, on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Vers la fin, il s'en prend même à votre acolyte un peu simplet qui filtre les appels. C'est moi. Ah oui, maintenant je me souviens de vous. Selon des témoignages du milieu, elle a reçu l'appel l'informant de son diagnostic terminal alors qu'elle travaillait en salle de montage pendant la production du pilote de Wings. La femme s'écarta, se ressaisit, puis revint aussitôt terminer l'épisode. C'était le genre de personne qu'elle était. Même si le bâtiment était sur le point de s'effondrer, elle s'assurait que la coupure était bien verrouillée avant de jeter un coup d'œil aux décombres. Plus tard, lorsque l'équipe de Frasier commença à développer sa nouvelle série, ils donnèrent son nom au personnage qui allait devenir le pilier de Frasier Crane, la productrice pragmatique et à la langue acérée qui gérait le plateau, tandis qu'un psychiatre pompeux
traitait chaque émission comme une conférence TED à lui tout seul. Ils auraient pu donner n'importe quel nom au personnage. Ils l'ont nommé d'après la personne la plus coriace avec laquelle ils aient jamais travaillé. Et ce choix a permis au nom de Ross Doyle de figurer au générique des 264 épisodes des 11 saisons et de plus d'une décennie de diffusion hebdomadaire. Des célébrités de premier plan se cachaient dans chaque épisode. Désormais, chaque épisode de Frasier commençait de la même façon. J'écoute. 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 Nous écoutons. Et apparemment, la moitié d'Hollywood l'a mal pris. L'un des gags les plus récurrents de la série était celui des auditeurs qui appelaient à la radio. Des insomniaques anxieux et des inconnus en pleine crise émotionnelle dont les problèmes nécessitaient, on ne sait comment, l'intervention d'un psychiatre diplômé de Harvard, en direct dans toute la région de Seattle. Le concept était celui d'une sitcom classique, à ceci près que les voix à l'autre bout du fil étaient celles de célébrités de premier plan non créditées au générique et que la série n'en a jamais parlé à personne. Cette tradition s'est instaurée dès le départ. L'épisode pilote mettait en scène Linda Hamilton, alias Sarah Connor, dans le rôle d'une femme en deuil après une rupture. Dès le deuxième épisode, Christopher Reeve appelait, incarnant un homme terrifié à l'idée de sortir de chez lui. Superman atteint d'agoraphobie. Voilà le genre d'ironie de casting qu'on ne peut pas acheter. Et à partir de là, la liste des invités est devenue complètement absurde. Halle Berry, Ben Stiller, Eddie Van Halen ont même incarné un auditeur qui n'entendait pas Frasier car sa radio était trop forte en fond sonore. C'est peut-être le caméo de célébrité le plus fidèle à l'esprit de la série dans l'histoire de la télévision. Lors des enregistrements en direct, les répliques des auditeurs étaient lues hors champ par une doublure, ce qui permettait à Grammer d'avoir quelqu'un à qui réagir. Parmi les lecteurs réguliers figurait Arlene Sorkin, la voix originale d'Harley Quinn, qui soufflait nonchalamment des idées de séances de thérapie à un faux psychiatre entre les prises. Les célébrités enregistraient leurs interventions plus tard, généralement par téléphone, ce qui permettait à l'émission d'obtenir la participation de personnalités qu'il aurait été impossible de faire venir en studio. Le public n'avait aucune idée de ce qu'il entendait. L'identité des célébrités n'était révélée qu'à la fin de chaque saison, lors d'un montage de remerciements où défilaient les photos de toutes les voix célèbres ayant participé à l'émission. Les apparitions de stars était ainsi devenu un véritable tour de magie, et l'émission ne sortait jamais de son rôle pour saluer le public. Et voilà, 15 anecdotes insolites sur Frasier. Laquelle vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire et partagez cette vidéo avec un ami fan de Frasier. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications.